Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un petit journal de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 lectures. On revient à des choses plus raisonnables. Alors, on va commencer tout d'abord par l'ordre chronologique, ça sera le plus simple pour moi. J'ai lu d'abord Il était deux fois de Franck Tillier. Donc vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, j'ai lu le tome 1 de cette trilogie qui était le manuscrit inachevé, que j'avais beaucoup aimé, mais la fin n'était pas une fin... Enfin, c'était une fin qui appelait autre chose, en fait, vous voulez savoir la suite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lu assez rapidement le tome 2. Mais le tome 2, en fait, n'est pas vraiment la suite du 1. En fait, ça n'a rien à voir jusqu'à la moitié du livre. Donc, dans cette histoire, ça se passe à Sagas, dans les montagnes, je pense vers la Savoie, quelque chose comme ça. C'est une petite ville vraiment assez tristounette apparemment. On sait qu'en 2008, il y a une jeune fille de 17 ans qui a disparu, qui s'appelait Julie. Elle était censée aller faire du vélo. On a retrouvé son vélo contre un arbre, voilà, posé contre un arbre. Et elle s'est volatilisée, personne ne l'a jamais vue. Son père était dans la gendarmerie, enfin il était policier ou gendarme, je sais plus, je crois que c'est gendarme. Avec son meilleur ami, ils ont tout fait pour la retrouver et jusqu'à maintenant, le corps n'avait pas été retrouvé. Donc ça, c'était en 2008. Et en fait, le roman se passe plutôt en 2020. Le père de la jeune fille se réveille un matin dans un endroit où il a déjà dormi. Et en se réveillant, eh ben, il se rend compte qu'il a oublié les 12 dernières années. C'est-à-dire qu'il se... Pour lui, il est que un mois après la disparition de sa fille et non pas 12 ans après. Donc il a une grosse perte de mémoire alors qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces 12 ans. Notamment, il ne travaille plus pour la gendarmerie. Et la nuit où justement il a sa perte de mémoire, il y a un corps qui est retrouvé, le corps d'une jeune femme, pas très loin de l'hôtel où il dort. Et bah, du coup, il va se poser des questions, mais pas que lui, son ancien collègue également. Et en fait... il va avoir deux missions. La première, ça va être de retrouver la mémoire, en tout cas d'essayer de se souvenir de ce qu'il a fait pendant ces 12 ans. Et aussi toujours de rechercher sa fille parce qu'il est convaincu qu'elle a été enlevée et qu'il veut savoir. Il est persuadé que pendant aussi ces 12 ans, il a dû faire des découvertes et donc ça va être vraiment un périple, une aventure pour retrouver les indices qu'il avait suivis et retrouver sa fille. Alors, vu comme ça, c'était très intéressant, même si ça n'avait rien à voir avec le tome 1. Mais au fur et à mesure de l'enquête, finalement, on va se rendre compte qu'il y a un lien avec le tome 1, mais il arrive très 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 tard. On va avoir également la surprise de savoir que, en fait, bon, on savait qu'à la fin du tome 1, la fin du roman était écrite par le fils de l'auteur. On nous l'avait dit. Et du coup, en fait, dans le tome 2, on va découvrir que en fait, ces policiers vont trouver la fin qu'avait écrite l'auteur et non pas son fils. Donc on va avoir une fin différente, on va la découvrir dans ce tome-là. Et donc voilà, donc ça a été une lecture assez décevante pour moi. D'une part parce que pendant une bonne moitié du roman, je cherchais les liens avec le tome 1 et il n'y en avait pas. C'est venu vraiment très tard. Et après, la deuxième partie était vraiment très glauque, trop glauque pour moi. Pas dans le sens où on nous a décrit des meurtres ou des corps d'une façon choquante, mais c'est vraiment, en fait, il y a une question de l'art qui est faite dans ce roman-là, et ça dure trop longtemps. Parce que c'est pas juste de l'art voilà, joli et qu'on contemple, c'est de l'art très dérangeant sous différentes formes, la peinture, la photographie. Je vous dis pas tout parce que ça fait partie de l'intrigue, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était trop long. Voilà, on nous parlait trop de ce... J'ai envie de dire que c'est carrément du voyeurisme. On en a fait trop dans ce roman-là, surtout dans la deuxième partie. Ça m'a dérangée. Pourtant, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sensible, mais quand ça n'apporte rien à l'histoire, ça me dérange. Et en plus, ça a été long. Je sais plus combien il faisait de pages, mais je pense qu'il devait faire 500 pages à peu près. Et j'ai trouvé ça très long. Alors j'ai bien aimé par contre le fait d'avoir vraiment la vraie fin du manuscrit inachevé.
ça c'était chouette. Mais je trouve que c'est trop glauque pour pas grand chose. Voilà, je trouve que c'était pas nécessaire, ça n'apporte rien de plus. Je vois pas ce que ça peut apporter au lecteur, enfin ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, donc petite exception, j'ai bien aimé le 1 mais le 2, bah voilà, ça tombe un peu à plat. Et du coup je me demande ce que va être le tome 3. J'ai pas encore regardé quel était le titre, je regarde pour le noter, pour le prendre à la médiathèque, parce que bon, j'ai commencé, je finirai la trilogie. Mais moi qui étais contente de découvrir Franck Tillier, enfin, bah, j'ai peut-être pas choisi la bonne trilogie, ou en tout cas le bon livre. On verra, j'en ai pris un autre à la médiathèque, j'ai le tome 1 et 2 d'une autre saga. Honnêtement, j'hésite. Voilà, je me dis, si tous ces livres sont pareils, ça veut dire que ce sera pas pour moi. Je trouve ça dommage parce qu'en plus, le dernier qui vient de sortir, la Northferville, il me fait vraiment très 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 envie. D'ailleurs, je sais pas s'il fait partie d'une saga ou si on peut lire en one shot, n'hésitez pas à me dire si vous le savez. Parce que pour le coup, il me tente vraiment énormément. Mais je me dis que si tous ces romans sont aussi glauques, c'est peut-être pas pour moi. Donc on verra bien. Donc voilà pour Il était deux fois. Et après, j'ai lu quelque chose de bien plus sympathique et bien plus léger. J'ai lu La promesse des sources de Christian Stignol. Donc vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Et une fois encore, j'ai lu cet auteur alors que je savais que j'allais aller rendre visite à ma famille dans la région centre. Et donc que j'allais un petit peu traverser les endroits qu'il cite. Bon là pas trop parce que ça se passe en Aveyron et bah, je suis quand même assez loin de l'Aveyron, c'est trop à l'est pour que je le traverse pour aller voir ma famille. Mais je connais un petit peu quand même parce qu'une partie de la belle famille de ma sœur habite en Aveyron, donc ma sœur y est déjà allée. Donc voilà, par procuration je connais un petit peu quand même. Donc là dans La promesse des sourds, comme je disais, ça se passe en Aveyron. C'est une histoire de famille, de succession. On va suivre Clémence, je crois. Non, Constance. Ça commence par un C. On suit Constance. Constance, elle a 40 ans à peu près. Elle vit à Paris. Elle a une vie qui lui convient. Elle a fait carrière. Elle a une fille de 14 ans. Elle a un mari. Enfin, elle est divorcée parce que son mari, elle le supportait plus. Et par contre, quand elle était partie de chez ses parents à 18 ans, elle était partie suite à une brouille et elle n'était jamais revenue chez ses parents. Ils étaient en froid et elle ne leur a pas parlé jusqu'à leur décès. Et donc là, elle apprend que son père est décédé, sa mère est décédée déjà depuis quelques années. Et il a, je sais pas comment on peut l'appeler, je crois qu'elle s'appelle Marie. Je crois que c'est Marie. Qui l'appelle parce qu'elle travaillait au service du père de Constance et donc elle l'informe que son père est décédé et là bah, elle saute dans sa voiture et elle rentre chez elle en Aveyron pour bah, veiller son père pour l'enterrement et pour bah, gérer la coutellerie parce qu'il avait une coutellerie qui emploie plusieurs ouvriers et donc bah, il y a ça à gérer également. Et donc bah, en revenant dans l'Aveyron, c'est un retour aux sources. Voilà, elle va devoir faire avancer avec ses doutes, sa culpabilité, ses regrets, ses remords, tout ça. Donc on va suivre Constance dans son retour en Aveyron. J'ai beaucoup aimé, mais c'était pas aussi intense que les Noëls blancs et le printemps de ce monde. Là c'est une histoire plutôt légère, voilà, on a une petite histoire de famille, mais on a surtout une belle histoire d'amour. Il y a une belle histoire d'amour qui change de ce qu'on voit d'habitude. J'ai bien aimé. Il fait un petit peu moins de 300 pages. Ouais, il fait que 250 pages, donc ça se lit très vite, très facilement. Et franchement, bah, c'est des paysans parce qu'on va dans un petit village, voilà, on assiste à la vie d'un village, à cette femme bah, qui a tout quitté du jour au lendemain pour venir s'occuper des affaires de son père. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé et comme d'habitude, je vous conseille cet auteur dont j'ai pas fini de découvrir les œuvres, loin de là, mais j'ai hâte de tout lire. Et enfin, on va finir avec celui-ci, Le Secret. Oh, ce bip, c'est agaçant.
Le secret de la manufacture de chaussettes inusables d'Annie Barrows. Donc, c'est aux éditions Nil et c'est un gros pavé qui fait 600, à peu près 620 pages. D'habitude, ça ne me fait pas peur les pavés, hein, si vous me connaissez. Moi, j'adore en fait les pavés parce qu'on reste longtemps avec les personnages dans une histoire qui se déroule comme ça. S'il se passe des choses, j'adore. Mais là, j'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Quand je commence un livre, je le finis en général. Vraiment, je crois que j'ai dû peut-être abandonner 2-3 livres dans toute ma vie. Mais celui-ci, c'était long. Alors, l'histoire était sympa, mais c'était trop long. Je vais vous lire la 4e de couverture. Été 1938. Leila Beck, jeune citadine fortunée, refuse le riche parti que son père lui a choisi et se voit contrainte, pour la première fois de sa vie, de travailler. Recrutée au sein d'une agence gouvernementale, elle se rend à Macedonia pour y écrire un livre de commande sur cette petite ville. L'été s'annonce mortellement ennuyeux, mais elle va tomber sous le charme des excentriques désargentés chez lesquels elle prend pension. Dans la famille Romaine, il y a la fille, Willa, 12 ans, qui a décidé de tourner le dos à l'enfance. La tante, Jyoti, qui ne peut oublier la tragédie qui a coûté la vie à celui qu'elle aimait. Et le père, le troublant Félix, dont les activités semblent peu orthodoxes. Autrefois propriétaire de la manufacture, cette famille a une histoire intimement liée à celle de la ville. De soupçons en révélation, Leila va changer à jamais l'existence des membres de cette communauté et mettre au jour vérité enfouie et blessures mal cicatrisées. Alors, j'ai bien aimé l'époque, ça se passe en 1938, ça m'a fait un petit peu penser à Blackwater dans certaines descriptions de la ville, de la manière de vivre et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Ça se passe pas très loin de Washington, à disons une quarantaine de kilomètres, donc c'est vraiment très proche. Dans une petite ville, avec une femme, enfin une jeune femme, dont le père est sénateur justement, et il voulait absolument qu'elle se marie avec un homme très riche, mais complètement, enfin pas du tout dans le style de Leila. Elle a refusé et du coup son père lui a coupé les vivres et elle est obligée de travailler pour le gouvernement avec une toute petite indemnité. Et elle va vivre du coup dans une pension de famille, dans la famille romaine, qui est gérée par Jyoti. Et du coup, son travail, ça va être d'écrire l'histoire de cette ville pour le 150aire. Et en fait, dans cette ville, dans cette petite ville, il y a la plus grosse entreprise qui emploie du monde, c'est la manufacture de chaussettes inusables. Il n'y aura pas vraiment une grosse importante dans l'histoire, mais quand même, c'est quand même le point central. Alors, j'ai bien aimé, on va dire, l'histoire. Voilà, c'est une histoire simple, mais c'était trop lent. Voilà, comme c'est dit dans la 4e de couverture, c'était terriblement ennuyeux parce qu'il se passe peu de choses et surtout on voit tout venir. À chaque fois, il y a tellement d'indices que c'est flagrant ce qui va se passer et avant que ça se passe, eh ben, il se passe une éternité. Et entre-temps, il n'y a pas grand-chose en fait, hein. C'est vraiment très lent. En revanche, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé Willa, cette petite fille de 12 ans qui veut savoir les choses des grandes personnes, qui essaie d'espionner, qui essaie de découvrir les choses, mais voilà, c'est toujours difficile de se confronter à la réalité. J'ai bien aimé Jyoti, qui est la tante de Willa, qui gère la pension de famille, qui est l'aînée de la fratrie. Non, c'est pas l'aîné, c'est son frère Félix qui est l'aîné. Elle est la deuxième. Elle a également 2 petites sœurs qui sont jumelles. Bon, ils sont tous adultes, hein, presque la quarantaine. Et ils ont aussi dans la famille le plus jeune qui s'appelle Emmett, qui est instituteur. Et donc, les personnages sont quand même assez intéressants et très sympathiques, sauf Félix, qui est le père de Willa, qui, moi, j'ai pas du tout aimé ce personnage. On sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, quel est son travail, toujours absent, toujours à surprendre les gens, c'est jamais quand il part, quand il revient. Donc je n'ai pas du tout aimé ce personnage, jusqu'au bout et surtout au bout en fait. Mais sinon les autres étaient quand même très sympathiques. J'ai beaucoup aimé les dialogues étaient très sympas, très drôles, très piquants, donc ça c'était vraiment chouette. Mais l'histoire en elle-même était trop lente. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être 100-200 pages de moins, et ça aurait été vraiment parfait. Mais là, c'était artificiellement long. Voilà. Mais sinon,
C'était une jolie histoire, mais ouais, franchement j'ai souffert pour arriver jusqu'aux 620 pages. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc voilà, donc franchement si vous êtes quelqu'un qui est un lecteur ou une lectrice qui aime les choses lentes et qui n'est pas pressé et voilà, qui veut juste se faire porter par l'histoire, ça peut le faire. Mais pour moi ça a été trop lent. Mais ça reste quand même une belle histoire. Voilà. Donc à part il était 2 fois de Franck Tillier, sinon ça va. Ça va. Même si je mets du temps à lire des livres, c'est pas grave. Quand il y a 620 pages, bah faut les lire. Et du coup, dans la prochaine vidéo, qui sera un format différent, quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette chaîne mais que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, vous verrez d'autres avis lecture, dont Mon mari de Maud Ventura et 1 pour 6, 6 pour 1 aussi de Sabine Latour. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, ainsi que l'autobiographie de Georges de Sand, dans laquelle j'ai pas terminé, mais j'avance petit à petit. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Maintenant, je vais pouvoir prendre quelques minutes pour lire. Ouais, on va dire 10 minutes. Après, j'ai plein de choses à faire. J'ai mon café, j'ai mon petit chocolat. Donc, le cocktail parfait pour faire une bonne petite lecture. Je vous dis à très bientôt. J'ai oublié de vous dire, je prévois de faire une vidéo FAQ dans les jours ou les semaines qui viennent. Et je vois que j'ai mis un post sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Vous pouvez le voir si vous voulez poser des questions. Je crois que j'ai 3 questions jusque là. Ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus histoire de meubler, de faire une vidéo assez conséquente. Enfin, que je puisse au moins 5-10 minutes, ça serait sympa. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre soit dans le post, soit sous cette vidéo. Et voilà, vous me précisez que c'est pour la FAQ et comme ça, je saurai. Voilà, n'hésitez pas, toutes les solutions que vous voulez, je suis ouverte à toutes les questions. Voilà, à très bientôt.